Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet pas très réjouissant, la très forte probabilité d'un attentat terroriste sur Paris pendant les Jeux Olympiques et en particulier pendant la cérémonie d'ouverture. Vous allez voir, certains détails sur l'organisation de ces Jeux sont tellement troublants qu'ils ressemblent presque à un plan pour que ces attentats se produisent sans absolument aucune difficulté. Je dis pas qu'ils sont en train d'organiser des attentats massifs, je dis juste que s'ils voulaient le faire, ils ne s'y prendraient vraiment pas mieux qu'ils le font actuellement en laissant des trous béants énormes dans la sécurité des Jeux Olympiques. Abonnez-vous à la chaîne les amis, activez la cloche qui est juste en dessous pour être informé de mes prochaines vidéos. C'est crucial en cette forte période de vous savez quoi. Je remercie également toutes les personnes qui m'aident financièrement sur Tipeee et me permettent de produire des vidéos comme celle-ci. Merci vraiment à vous tous. Allez, on va commencer de suite avec le premier détail très troublant d'importance capitale. Les faits remontent à lundi soir, gare du Nord. Peu après 18h, un ingénieur de la mairie de Paris monte dans un train en direction de Creil dans l'Oise. Il dépose sa sacoche au-dessus de lui dans le compartiment à bagages. Il s'apprête à changer de train mais oublie la mallette. En revenant la chercher quelques minutes plus tard, il s'aperçoit qu'elle a disparu. À l'intérieur, d'après le plaignant, un ordinateur professionnel et 2 clés USB dont une chiffrée. Selon ses propres termes, des données sensibles sur les Jeux Olympiques ont disparu. Notamment le dispositif de la police municipale et certains plans de circulation. Ouais, donc les plans de sécurisation des Jeux Olympiques ont disparu comme ça, comme par magie, avec un employé trop distrait qui possédait tous les plans de sécurisation des Jeux Olympiques dans une petite mallette qu'il a oubliée dans le train. Comme c'est bizarre que c'est bizarre. Et je suis sûr que c'est la marmotte qui avait emballé les plans, mais vous inquiétez pas, la police des transports enquête. Un vol sur lequel enquête désormais la police régionale des transports et qui survient à 5 mois seulement de la cérémonie d'ouverture sur la Seine. Une cérémonie en plein air, difficile à protéger. Pour les organisateurs, ce vol est à prendre au sérieux. Bonjour et bienvenue dans les 4V, monsieur. S'il y a bien un sujet sur lequel on travaille depuis la création du comité d'organisation, c'est sur la sécurité. Et l'État, le préfet de police, le ministère de l'Intérieur, la ville de Paris, les autorités sont vraiment très mobilisées. Pour ces Jeux Olympiques, 45 000 policiers, gendarmes et agents de sécurité privés seront déployés. Donc 45 000 policiers, gendarmes et agents seront mobilisés pour protéger les Jeux Olympiques. Mais un autre détail troublant et non négligeable s'annonce. Une inquiétude de votre part, où va-t-on trouver les 17 000 agents de sécurité nécessaires chaque jour pendant les Jeux? Alors vraiment, si l'optimisme devenait une discipline olympique, la France aurait cette fois-ci une vraie chance de médaille avec Tony Estanguet, puisque au moment où effectivement tout le monde s'inquiète de cette pénurie d'agents de sécurité privés, la Cour des comptes, le Sénat, aujourd'hui le magazine Valeurs Actuelles vient de sortir un dossier là-dessus, lui dit que pendant les JO, la France sera l'endroit où on aura la plus grande de la planète, l'endroit où il y aura la plus grande sécurité. Et là, on voit que pour cacher un peu la poussière sous le tapis, ils ont effectivement mis en place des processus qui consistent à raccourcir les délais de formation, à faire en sorte que la formation soit totalement allégé et tout de suite on a des risques parce que la conséquence, et c'est les renseignements territoriaux qui ont tout de suite tiré la sonnette d'alarme, c'est des infiltrations, alors ce qu'ils nomment des infiltrations malveillantes, je ne sais pas s'il existe des infiltrations bienveillantes, mais effectivement on voit que ça existe. Alors il y a le risque terroriste qu'on connaît bien, il y a plein d'attaques qui sont prévues, prévisibles, avec des gens qui ne seront pas formés pour ça, et avec un risque aujourd'hui, c'est que en réalité il doit nous manquer plus de 20 000 agents, et qu'on sait depuis le début qu'il faudrait demander à l'armée de le faire, et pour l'instant, on fait semblant d'attendre. Donc nous sommes en pleine pénurie d'agents de sécurité. Comme l'organisation des Jeux Olympiques s'y est pris trop tard, ils en recrutent maintenant à la va-vite, avec des formations très courtes et allégées, apparemment sans vérifier aucunement le casier judiciaire de tous les candidats, ce qui comporte bien évidemment des risques énormes de recruter par exemple de potentiels terroristes. Et pour résoudre cette grave défaillance, ils font appel à une coalition internationale d'armées d'autres pays. Plusieurs nations comme la Pologne ont annoncé envoyer des renforts militaires pour aider à sécuriser l'événement. Varsovie devrait envoyer par exemple 40 policiers et 13 équipes avec des chiens renifleurs. Les policiers et les soldats étrangers ne vont pas aller au contact de la population, ils seront sans doute pas, en tout cas on peut le penser, dans des fonctions, je dirais, d'information, d'accueil, de prise de plainte, ce type de choses, mais plutôt sur des choses, sur des activités un peu plus techniques. Et là, clairement, non seulement c'est louche de recruter une armée étrangère sur notre sol alors que nous possédons plus de 200 000 militaires, mais c'est en plus très dangereux car en cas de problème d'urgence, comme un attentat terroriste par exemple, comment des soldats polonais pourront-ils communiquer en urgence avec la police française? Ça en devient presque suspect tellement c'est louche. Et regardez ce qu'a fait l'armée française. La France accueille, mais envoie elle aussi
aussi ses forces à l'étranger, comme au Qatar pour la Coupe du Monde de football en 2022 ou en 2012 pour les Jeux Olympiques de Londres. Alors voilà, l'armée française avait participé à la sécurisation de la Coupe du Monde au Qatar, mais ne peut pas s'occuper totalement de sécuriser les Jeux Olympiques en France. Vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. Et attendez, c'est pas fini. Il y aura un deuxième effet qui se coule, malheureusement, c'est que on voit bien que au-delà des services de sécurité privés, les forces de l'ordre vont être très mobilisées. Et à ce moment-là, il y a la majorité des forces de l'ordre qui vont remonter sur Paris notamment. Et là, on sait qu'on aura un vrai problème de sécurité dans des zones rurales, justement, on en a parlé tout à l'heure, qui seront en partie déshabillés par les Jeux Olympiques. Alors, puisqu'ils n'ont pas recruté assez d'agents de sécurité, ils vont donc devoir vider toutes les provinces françaises de policiers et de gendarmes, ce qui va entraîner bien évidemment des problèmes de sécurité dans toutes ces zones rurales et surtout avec un autre élément qu'on évoquera un peu plus tard dans cette vidéo. Mais en attendant, avec le nombre de policiers qui démissionnent à cause d'un ras-le-bol général et d'un taux de suicide énorme, l'État recrute également des policiers à la va-vite. Déjà, qu'est-ce que c'est que la réserve opérationnelle de la police nationale? Je suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est. Oh, ben c'est tout simplement un dispositif qui a été mis en place par le ministère de l'Intérieur pour recruter à la vas-y comme je te pousse des gens entre 18 et 67 ans, issus de la société civile. Donc aujourd'hui, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais un plombier, un boulanger peut devenir, suite à une candidature, policier après quelques jours de formation, une formation succincte et minime. On lui donne un uniforme et un pistolet à la ceinture et on le met pour renforcer les effectifs, de terrain. Alors, il y a évidemment des filtres. La question, c'est est-ce que les mailles sont assez resserrées? Mon confrère Geoffroy Antoine du JDD écrit que certains policiers de cette réserve opérationnelle ont un passif judiciaire. C'est possible de rentrer dans la réserve opérationnelle avec un passif judiciaire? Absolument. Alors vous parliez de filtres, moi je vais parler de filets, et c'est vrai que les mailles du filet sont assez énormes, et donc on a aujourd'hui deux catégories de gens qui sont recrutés. Enfin, je ne vais pas généraliser, mais vous avez des gens qui sont fichés au otage, c'est-à-dire au traitement des antécédents judiciaires, des gens donc, qui ont été condamnés pour des infractions, et pas des moindres, puisqu'on a trouvé des gens qui étaient condamnés pour possession de résine de cannabis, d'autres pour des violences à AFP, donc à agents de la force publique, qui se retrouvent aujourd'hui recrutés en tant que réservistes. Et puis vous avez une deuxième catégorie de gens qui sont, à mon sens, tout au moins dangereux potentiellement, c'est-à-dire ce sont ce que j'appelle les flics frustrés, c'est-à-dire que ces gens-là qui n'ont pas passé le concours lorsqu'ils avaient 20 ans pour des raisons X et Y, que ce soit des raisons personnelles ou physiques, parce qu'il y avait des critères à l'époque. Aujourd'hui, ils voient dans cette opportunité-là la possibilité de devenir policier. Donc encore une fois, formation accélérée de 10 jours et directement badge de policier avec un flingue dans la rue et bien sûr sans vérifier aucunement leur casier judiciaire. Mais attendez, c'est pas fini. Des trafiquants de drogue peuvent envoyer des jeunes de cité intégrer la réserve opérationnelle et donc intégrer la police de fait et donc regarder les fichiers. Donc voilà. Alors, je vais vous raconter une anecdote concernant le recrutement. Les membres du jury n'ont pas accès au dossier complet du candidat. Et ils n'ont pas le droit, parce qu'ils ont des directives de la place Beauvau, des directives pour ne pas poser des questions, notamment, est-ce que vous êtes connu aux antécédents, est-ce que vous avez eu des problèmes avec la police ou la justice? Ils n'ont pas le droit de poser cette question-là. Et certains se sont laissés aller. Vous savez, chaque policier est doté aujourd'hui de ce qu'on appelle un néo, c'est-à-dire c'est un terminal, un téléphone, avec lequel ils peuvent consulter les fichiers, et notamment l'otage. On leur interdit, lorsqu'ils sont face aux candidats, de consulter les antécédents judiciaires des candidats. Voilà, donc un recrutement à la vas-y comme je pousse, avec des gens, alors pas forcément, vous disiez des trafiquants, pas des trafiquants, mais des consommateurs de résine de cannabis, oui, des gens connus pour des violences à AFP ou à AFP, voilà, on a ça, et d'autres, voilà, il faut recruter, hein, il faut recruter parce que il y a une vague de démissions chez les policiers et une vague de suicides terrible également. Il faut recruter du monde et on recrute pas les meilleurs, on recrute malheureusement ceux qui font acte de candidature. Voilà, et donc ce sont eux qui vont assurer notre sécurité, la sécurité de nos enfants. Et bien sûr, les juges n'ont pas le droit de vérifier le casier judiciaire des candidats sur ordre du ministère de l'Intérieur, donc de Darmanin. La France est très très mal barrée, mes amis, et le mur approche. Et donc face à ces attentats qui menacent les Jeux Olympiques, les forces de l'ordre s'entraînent. Juillet 2024, l'horreur en plein Jeux Olympiques. 2 terroristes font irruption dans le stade Paul-Lignon.
Fusil mitrailleur en main, ils font feu sans discernement. À l'intérieur, la panique est totale. Les victimes se comptent par dizaines. Venez! Venez! Immédiatement, les 200 membres des forces de l'ordre se déploient, policiers, gendarmes et légionnaires. Un exercice de simulation conjoint et grandeur nature dans une enceinte qui contient 3000 places. Et même si personne ne souhaite le pire, nous devons nous y préparer, travailler sur la coordination avec les différents services de l'État en cas d'attaque terroriste. Alors voilà, donc vu le risque très élevé d'attentats terroristes pour les Jeux Olympiques, ils s'entraînent donc pour éviter ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh merde. Oh mon Dieu. Viens voir, viens voir. Alors tout ceci n'est qu'une simulation, mais on ressent quand même que le risque est très élevé. Là, on est venu s'intégrer dans une formation pour les tueries de masse et on a pu jouer l'intégralité du scénario, du début de l'attaque jusqu'à la neutralisation totale des 4 preneurs d'otages avec libération d'otages et prise en compte des blessés. Donc voilà, un entraînement en tuerie de masse selon leurs propres mots et pourtant Darmanin, celui qui est censé nous protéger, ne s'inquiète pas. Regardez. Nous avons évidemment d'abord une menace principale qui est celle d'inspiration de l'islam radical qui touche principalement évidemment notre pays ces derniers temps, même si elle n'est pas exclusive. Nous pourrions dire avec certitude devant vous, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, qu'il n'y a pas aujourd'hui de menace caractérisée par les services de renseignement français ou étrangers pour les Jeux Olympiques, mais nous sommes encore tôt dans la compétition et ce n'est pas parce que nous ne les avons pas caractérisées qu'elles n'existent pas. Mais aujourd'hui, aucune information n'est remontée auprès de moi qui prévoit une menace particulière qui touche les Jeux Olympiques en tant qu'événement, en tant que grand événement, même si 1,5 milliard de téléspectateurs pour la cérémonie d'ouverture donne évidemment sans doute des envies à ceux qui ont envie de faire connaître telle ou telle revendication. Voilà, donc selon lui et selon les services de renseignement donc de la DGSI, il n'y a pas de menace caractérisée pour les Jeux Olympiques. Alors je vais demander à cet individu de bien vouloir écouter attentivement la patronne de la DGSI. Enfin, un point sur lequel le ministre a évoqué qui me paraît important de conserver à l'esprit, le retour d'une menace en lien avec des théâtres extérieurs qu'il ne faut pas perdre de vue, a fortiori dans un contexte géopolitique tendue et avec des organisations terroristes qui ciblent l'Occident et qui, à n'en pas douter, à l'approche de l'événement, se saisiront de l'opportunité que sont les Jeux Olympiques. Dans ce cadre général, la DGSI, au titre du chef de fila qui lui est confié en matière de lutte antiterroriste, mobilise les moyens déjà existants au titre des structures interservices, mais face à l'ampleur et à la montée en puissance des signalements susceptibles de se produire, a créé une structure spécifique qui aura vocation à vivre avant et pendant les Jeux Olympiques pour être en mesure de centraliser, d'attribuer, de suivre avec certitude la totalité des signalements qui pourront relever d'une menace terroriste. Donc la patronne de la DGSI évoque le retour d'une menace terroriste en lien avec une situation géopolitique tendue. Et oui, c'est un peu un chaos organisé un peu partout dans le monde. Et la France, avec son poudré premier, y est pour beaucoup. Mais le Darmanin et le poudré premier n'entendent pas ou ne veulent pas entendre. Pourtant, même les médias mainstream en parlent. C'est le Figaro, n'est-ce pas, qui nous révélait, Alexia, ces menaces très directes d'Al-Qaïda contre la Suède en l'occurrence, et contre la France. Oui, en fait, c'est dans une publication de propagande que le groupe Al-Qaïda dans la péninsule arabique reproche à la France et à la Suède d'être en guerre contre l'islam. Des menaces très explicites. Les djihadistes menacent de s'en prendre à un ministère à Paris, mais aussi de détruire une ambassade suédoise. Alors, qui menace précisément aujourd'hui? Eh bien, c'est l'AQPA qui est en réalité Al-Qaïda au Yémen, la branche action du groupe. Et le fait d'évoquer un ministère pour la France montre
que c'est l'État et plus spécifiquement la politique intérieure du pays qui est visée. Et concernant la Suède, on imagine bien que les exemplaires brûlés du Coran à plusieurs reprises ces derniers mois placent le pays dans le viseur des djihadistes. Aujourd'hui, selon le Centre français de recherche sur le renseignement, Al-Qaïda est en train de reconstituer ses capacités de menace en Afghanistan notamment, mais aussi dans le Sahel et dans la zone irako-syrienne. Cette branche, l'AQPA en particulier, est celle qui avait revendiqué, souvenez-vous, l'attentat à Paris contre Charlie Hebdo en janvier 2015. Elle a toujours été très active malgré d'importants revers au Yémen. Il faut les prendre au sérieux et malheureusement, cela nous ramène des années en arrière quand ils menacent. C'est souvent suivi d'actions. Ça, c'est Alain Rodier, directeur adjoint du Centre français de recherche, qui l'affirme. En tout cas, aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur n'a pas voulu réagir, mais voici ce que déclarait le ministre le 9 septembre dernier. La menace terroriste en France aujourd'hui est très forte. La menace projetée du type Bataclan se reconstitue. On pensait pendant très longtemps que ça ne pouvait plus arriver. Voilà donc le Darmanin, le 9 septembre 2023, voyait une menace terroriste très forte en France, mais maintenant les Jeux Olympiques arrivent et pour le Darmanin, il y a soudainement plus de menaces du tout, alors que la DGSI a encore insisté et a demandé expressément au ministre de l'Intérieur de ne plus faire la cérémonie d'ouverture sur la scène. Et voici la réponse de la ministre des Sports. Alors je ne vais pas tourner autour du pot, la DGSI a reçu Gérald Darmanin ce jeudi et demande d'activer le plan B pour la cérémonie d'ouverture pour qu'elle ne se déroule pas sur la scène. À l'heure où nous parlons, Madame la Ministre, est-ce que la cérémonie est maintenue sur la scène? Absolument, ça reste notre plan central. Vous savez que depuis le premier jour, on a absolument conscience que c'est un défi qui est inédit par son ambition. Du coup, les énergies sont alignées pour nous permettre de le préparer à la mesure de ce qu'il représente, avec la volonté d'offrir aux Français et au monde entier un spectacle de toute beauté. Donc selon ses propres mots, les énergies sont toutes alignées, le spectacle sera de toute beauté. En gros, tout notre gouvernement poudré jusqu'aux oreilles a pris rendez-vous avec Madame Irma, une astrologue, et l'astrologue leur a bien confirmé « Non, c'est bon, ça va, pas de risque. Toutes les énergies sont bien alignées, donc pas de problème. » Alors qu'on parle quand même de graves menaces d'attentats terroristes signalées par la DGSI. Mais attendez, c'est pas fini. Parce que là, Madame la Ministre, la DGSI dit qu'elle craint qu'il y ait des réveils de commandos terroristes. Le fait qu'il y ait une attaque de Daesh la semaine dernière à Moscou ne change pas la donne. Vous savez, la menace terroriste, ça fait maintenant des années qu'elle est là, elle est présente. Personne ne peut la nier. Nous vivons avec. Et le sujet est de rester au plus haut niveau de captation des signaux. C'est ce que fait la DGSI, qui est extrêmement précieuse dans ce travail d'anticipation. Alors voilà, donc la DGSI, selon elle, est très précieuse dans son travail de captation d'informations. Et pourtant, la DGSI leur a demandé d'activer le plan B, de ne surtout pas faire la cérémonie d'ouverture sur les quais. Et là, ils s'en fichent de la DGSI, ou plutôt le poudré premier s'en fiche royalement. Écoutons le président du Centre de réflexion de la sécurité intérieure. Une remarque que je ne suis pas le premier à faire, c'est que tous les spécialistes de la sécurité, tous, j'entendais à l'instant Gérald Darmanin évoquer les différents services de renseignement français qu'on appelle du premier cercle, en priorité la DGSE et la DGSI. Tous ont dit au président de la République, à l'époque où la décision n'était pas encore prise, que c'était un très gros risque de faire une cérémonie d'ouverture dont Gérald Darmanin dit régulièrement qu'elle est unique dans l'histoire de l'humanité, puisqu'on n'a jamais fait une cérémonie d'ouverture sur plusieurs kilomètres, hors stade. 326 000 spectateurs seront là, avec 220 000 billets gratuits. Le président de la République a imposé, contre l'avis de tous, j'insiste parce que c'est quand même rare, de tous, a imposé cette cérémonie avec une pensée positive dont on espère qu'elle ne se révélera pas une pensée magique. Une fois que c'est comme ça, maintenant c'est comme ça. Donc il faut le faire. Donc que nos services, sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur, c'est d'ailleurs je pense une des raisons pour lesquelles il est resté ces derniers remaniements, c'est qu'il est là depuis juillet 2020, il a pris le dossier à le bras-le-corps et c'est assez cohérent qu'ils viennent terminer la mission. Avec l'aide du préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui par son professionnalisme est vraiment un gage aussi que les choses seront aussi bien faites que possible, qu'on aille au bout de la mission, c'est très bien. Mais ce qu'a dit l'extrait de leçon qu'on vient d'écouter là de Gérald Darmanin, que je découvre avec vous, c'était cet après-midi au Sénat. C'est très intéressant, parce qu'il dit qu'on va cribler 1 million de personnes, mais qu'aujourd'hui, c'est-à-dire le 5 mars, on n'en a criblé que 100 000. Et sur les 100 000, on a découvert, dit-il, c'est ce qu'il vient d'annoncer, qu'il y avait déjà des gens qui étaient fichés S, donc qui étaient suivis par le renseignement, qui avaient tenté d'infiltrer tel ou des éléments de l'organisation. Qui ont été détectés à temps. Plus on va s'approcher, plus ça sera difficile. Plus ça va être difficile. Et de toute façon, il y a les gens qui sont fichés, mais il y a aussi les gens qui ne sont pas fichés. Et puis là, on parle des gens qui tentent
de rentrer dans l'organisation. Mais il y a les gens qui pourront essayer d'agir de l'extérieur. Alors j'imagine que tout le monde a bien entendu, c'est le pantin de Davos, le poudré premier qui a refusé personnellement le plan B malgré les demandes répétées de plusieurs services de renseignement. Et là, c'est le détail le plus suspect. Je peux vous dire que moi, juste avec cette info, pour rien au monde, j'irai aux Jeux Olympiques. Et écoutez... On a commencé par essayer d'analyser ce qui s'était passé au lycée de Cachan, où on a assisté à une horde sauvage de 300-400 personnes qui sont venues à la fois s'en prendre aux forces de l'ordre et au bâtiment lui-même, le lycée Gustave Eiffel. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on va passer d'émeutes, celles qu'on a vécues, qui ont duré plusieurs jours, à des émeutes sporadiques, c'est-à-dire que les émeutes qu'on a vécues donnent maintenant des idées à ce type de groupe? C'est très intéressant et très inquiétant, mais pas surprenant ce qui s'est passé à Cachan ce matin. Ça veut dire qu'à tout moment aujourd'hui en France, on le savait, on peut avoir des attentats, etc. Mais on peut aussi avoir des groupes d'agitateurs nombreux, parce que 200, c'est quand même un groupe très organisé, donc qui n'ont pas été anticipés par le renseignement territorial, puisque c'est le travail du renseignement territorial. Donc des gens qui se rassemblent à la dernière minute. À 7h du matin. Hein. Voilà, c'est-à-dire quand je dis qu'ils n'ont pas été vus, c'est ce que ça ne veut pas dire que c'est une erreur des renseignements, ça veut dire que c'est une organisation quasi spontanée, même si elle est d'ampleur. Donc il y a une capacité de mobiliser 200 personnes au dernier moment, grâce sans doute aux réseaux sociaux, pour aller commettre des désordres très graves. Et ça, effectivement, c'est un nouveau signe de l'affaissement de l'autorité de l'État. C'est extrêmement inquiétant parce que ça concerne des gens qui sont des gens qui communément viennent des quartiers et sont quand même très hostiles à la France, même quand ils en ont la nationalité. Toutes les enquêtes le démontrent. Et donc cette organisation massive de certains délinquants des quartiers risque de créer d'énormes problèmes pendant les Jeux Olympiques comme cela. Là, c'est des gens qui agissent en bande organisée. Ouais. Donc vous avez, quand c'est, on va dire, les moins expérimentés, vous avez un chouf qui est positionné soit sur l'aéroport du Bourget. Un chouf, c'est un guetteur. Voilà, un guetteur, voilà, qui va donner les informations, qui travaille un peu comme la police, c'est-à-dire qui va se placer, comme on dit notre jargon, en zoom, en surveillance, et qui va repérer, par exemple, une personne qui se balade avec une grosse malle Louis Vuitton ou une autre marque de luxe. Et là, c'est une victime potentielle. Il va viser ses complices qui, eux, vont intercepter le dit véhicule, soit en brisant les vitres, en faisant usage de gaz lacrymogène, en forçant les serrures, soit très souvent aussi également en utilisant une arme de poing. Et le but, c'est dans cette démarche, c'est de créer un effet, un peu comme dans les homejacking, un effet de surprise et un effet de peur. Ils attaquent désormais au niveau du tunnel du Landy. Voilà, c'est un tunnel où il y a une grosse densité de circulation, donc pour les auteurs présumés, c'est parfait. Vous avez beaucoup d'échappatoires, beaucoup d'issues de secours, et du coup, ils peuvent quitter les lieux rapidement une fois qu'ils ont commis leur larcin. Mais et vous parliez de profil de ces malfaiteurs, ils ont quel âge? Vous parlez de jeunes profils? Entre 15 et 20 ans, ils ont entre 15 et 20 ans, et puis justement, les mineurs, ce sont un peu presque les plus dangereux, parce que les têtes de réseau savent que les mineurs qui sont utilisés risquent des peines moindres, puisque déjà, normalement, si vous braquez quelqu'un avec une arme, en bande organisée, cagoulé, avec arme de poing ou arme par destination, déjà, normalement, ça passe devant, c'est criminel, ça passe devant une cour d'assises. Malheureusement, c'est souvent décriminalisé, ça passe en délictuel. Du coup, les peines, elles sont beaucoup moindres. Et puis, vous avez les responsabilités pénales. Et ça, c'est une vraie difficulté pour nous et pour la justice. Tout le monde se doute que les JO vont être la ruée vers l'or des délinquants. Ouais, donc c'est encore clairement une nouvelle menace supplémentaire qui vient s'ajouter à toutes les autres. Et je vais vous présenter encore une nouvelle menace, la cyberattaque. Il est clair que l'organisation des Jeux Olympiques flèche en fait les cyberattaques sur la France. Ça, c'est une évidence, et on est une cible évidemment de par cette organisation des Jeux, avant les Jeux, pendant les Jeux, probablement après. Et ça, on l'a vu dans des Jeux Olympiques précédents où les pays qui accueillaient les Jeux étaient des cibles, des cibles de cyberattaques. Donc ça, c'est une évidence, et ça n'a à peu près rien à voir avec les positions géopolitiques et politiques que peuvent prendre nos gouvernants. Et après, bien sûr, il est évident que la géopolitique joue. En fait, il faut comprendre le cyberespace comme étant maintenant un véritable terrain de guerre. Donc, tout ce qui se passe sur le terrain, dans le réel, se passe aussi dans le numérique, dans le virtuel. Puisque c'est plus tellement virtuel, donc on va attaquer par le cyberespace des infrastructures bien réelles,
Voilà, quand on pense cyberattaque, on pense toujours à du vol de données, mais il y a pas que ça. Par exemple, être capable d'immobiliser un système électrique, un système de distribution d'eau, il y a une cyberattaque assez amusante à raconter, en tout cas une typologie, ce serait de dire si un cyberattaquant tout d'un coup prenait le contrôle du réseau des feux routiers dans une ville. Voilà, vous imaginez Paris, tous les feux s'éteignent, voilà, ou passent tous au rouge. Donc il y a d'énormes bouchons et c'est le bazar. Et c'est une déstabilisation. Ou alors éventuellement des cyberattaques pouvant prendre le contrôle d'un porte-conteneur comme avec le pont de Baltimore. Regardons à nouveau pour que vous vous rendiez compte de l'ampleur de l'embardé qu'il a dû faire pour heurter ce pylône. Un changement de direction complètement raté quand on le voit à cette vitesse. Avec ce genre de mouvement, c'est vraiment fou à voir. Comme l'a tweeté Laura Logan, cet après-midi, les systèmes GPS qui pilotent ces bateaux ne sont pas cryptés. Laura Logan, l'une des meilleures journalistes au monde, les systèmes GPS qui pilotent ces bateaux ne sont pas cryptés. Lorsqu'il n'y a pas si longtemps, un navire de la marine s'est écrasé sur un gros cargo, c'était une cyberattaque qui en fut l'origine. Je sais que les autorités affirment qu'il ne s'agit pas d'une attaque malveillante, mais comment peuvent-ils le savoir si rapidement ? Ouais, donc ceci, c'était la semaine dernière. Vous imaginez maintenant très bien ce qu'une cyberattaque pourrait causer si, par exemple, elle prenait le contrôle du guidage GPS de tous les bateaux à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ce serait effectivement pas très joli, voire tragique. Et écoutez. Un conseil de sécurité et de défense a eu lieu cette semaine autour du président de la République. 15 000 militaires seront mobilisés tout au long des Jeux. Les services de renseignement alertent sur de potentielles cyberattaques. Je vous cite une note de la DGSI qui a filtré à la fin de l'été. La question n'est pas de savoir si l'événement va être attaqué, mais plutôt quand et comment. Et puis bien sûr, il y a la menace terroriste et les doutes qui enveloppent la cérémonie d'ouverture organisée en plein air le long de la Seine. Donc la DGSI sait déjà que les Jeux Olympiques vont être attaqués. Ce qu'il cherche maintenant à savoir, c'est quand et comment. Et Macron veut toujours bizarrement garder la cérémonie d'ouverture sur 6 km, ce qui est de la folie criminelle selon Alain Bauer. Alain Bauer, il y a 1 an et demi, vous disiez qu'il s'agissait d'une folie criminelle. Est-ce qu'aujourd'hui vous utilisez les mêmes mots ou est-ce que vous avez depuis été rassuré ? Non, j'ai rien changé. Folie criminelle, toujours. Pas assez d'agents de sécurité privés, il va en manquer 20 000. Ce qui s'est produit le 7 octobre sur la plus grande muraille sécuritaire de haute technologie du monde, où le fétichisme technologique a pris le dessus sur toute capacité de comprendre ce qu'était la nature de la menace. L'idée qu'on pouvait répondre aux problématiques en n'utilisant que des moyens techniques. C'est sûr qu'on peut protéger une partie de la cérémonie d'ouverture. Elle va durer 6h30. Vous mettez les athlètes israéliens où pendant 6h30 ? Sur un bateau, au vu et au sud de tout le monde ? Les athlètes américains ? Nos amis russes vont considérer que leur absence éventuelle des Jeux va se passer sans perturbation ? Je veux dire, tout ça n'a pas grand sens. Alors, il parlait des athlètes israéliens pour 2 raisons. La première, certainement, c'est celle-là. Les Jeux Olympiques. Tous les 4 ans, une célébration du sport et une trêve dans les conflits du monde. En tout cas, c'est le principe. Mais bien souvent, dans l'histoire, la trêve olympique a volé en éclats et de façon tragique, comme lors des Jeux de Munich il y a 50 ans. Le 5 septembre 1972, en plein milieu de la nuit, un commando terroriste palestinien pénètre dans le village olympique et prend en otage 11 membres de la délégation israélienne. Le siège va durer 18 heures. Les terroristes, qui se réclament du mouvement Septembre Noir, exigent la libération de tous les Palestiniens emprisonnés en Israël. Après avoir abattu 2 otages, ils négocient un avion pour pouvoir quitter le pays avec leurs prisonniers. La police allemande tente une opération à l'aéroport. Mal préparée, elle tourne à la catastrophe. Tous les otages sont assassinés. 5 des 8 terroristes sont abattus et un policier ouest-allemand est tué. Au même moment, au stade olympique, la compétition de dressage hippique se déroule comme prévu. Et ce n'est que le lendemain que les Jeux seront suspendus pendant 24 heures pour un court hommage aux victimes. Donc c'était la première raison. Et la seconde raison, c'est celle-là. Pourquoi vous voulez effacer le drapeau israélien des Jeux Olympiques ? J'ai vu cette proposition de vos collègues insoumis, Israël sous bannière neutre. Vous êtes d'accord que la Russie commet des crimes de guerre et des violations du droit international ? Oui ou non ? La Russie ? Oui. Alors, êtes-vous d'accord sur le fait que Israël commet en ce moment des crimes de guerre qui ont été actés par la Cour internationale de justice et des violations du droit international ? Oui ou non ? Donc, qu'est-ce qui est différent entre les deux ? Non, mais j'entends votre point, donc la question, c'est juste une position de cohérence qui est portée. La question de cohérence. Et je vais vous dire, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer.
y compris ce que disait l'Afrique du Sud, c'est que nous sommes peut-être en train de voir le premier génocide du 21e siècle directement sur nos portables. Alors Mathilde Panot, si tu me regardes, il faut que tu saches que je ne peux pas te sentir, mais je te félicite quand même de faire partie du très petit nombre qui dénonce le massacre qui est en cours. Bravo à toi. Et écoutons comment ils vont traiter les athlètes russes et biélorusses. La traversée de la Seine en grande pompe se fera sans eux. Les athlètes russes et biélorusses sont privés de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024. Décision prise à l'unanimité par le comité olympique. La logique était très claire pour nous. Les athlètes neutres participeront à la compétition en tant qu'individus. Et, comme vous le savez, lors d'une cérémonie d'ouverture, le défilé des athlètes est constitué de délégations ou d'équipes. Et comme il n'y aura pas de délégation ni d'équipe, c'est la raison principale qui a motivé cette décision. Accepté à condition de défiler sous bannière neutre et de ne pas avoir soutenu l'invasion en Ukraine, les participants russes et biélorusses auront leur propre drapeau et leur propre hymne. Alors j'imagine que le baron Pierre de Coubertin doit se retourner dans sa tombe. Les Jeux Olympiques deviennent un pouvoir de pression politique. Écoutons Vladimir Poutine. Nous avons appris que les Jeux eux-mêmes peuvent être utilisés comme un instrument de pression politique envers des personnes qui n'ont rien à voir avec la politique, comme un instrument de discrimination ethnique grossière et de fait raciste. Politiser les Jeux, c'est aussi ce que reproche le CIO russe, alors que Moscou prépare une compétition parallèle, les Jeux de l'amitié, qui se dérouleront mi-septembre en Russie. Dans un communiqué, le Comité international olympique a appelé tous les sportifs et les gouvernements à rejeter toute participation et tout soutien. Donc le comité olympique, en plus de faire pression sur les athlètes russes, fait aussi pression sur tous les athlètes du monde entier pour ne pas se rendre aux Jeux de l'amitié en Russie. Ce monde est vicié jusqu'à la moelle. Et écoutez... Vous dites qu'il faut annuler alors ? Ah non, je dis qu'il y a des tas d'options différentes. On peut faire un très beau spectacle sans mettre en danger les athlètes et le public. C'est inconscient pour vous ? Vous diriez que c'est inconscient ? Non, c'est une pulsion irrésistible de démontrer qu'envers et contre tout, on a raison et qu'on peut faire sans les conditions sécuritaires. Je pense que le spectacle doit avoir lieu. On n'est pas obligé de mettre en danger tout le monde. Donc, on peut trouver des solutions. Mais cette espèce d'obstination de « c'est moi qui ai raison et personne d'autre ». Et en plus, ils s'y sont mis à plusieurs de ce point de vue-là, au comité d'organisation et ailleurs. Et puis, cette idée qu'on peut sous-traiter tout, sans traiter véritablement des sujets, et puis que l'armée ou la police géreront la voiture balai du système quand tout le reste aura montré qu'il ne fonctionne pas, et vous venez d'en faire une série. On peut aussi en rajouter sur la livraison des immeubles, sur les transports. J'ai vu que Madame la maire avait expliqué que le réseau. J'ai lu dans le journal il y a quelques jours que, alors en matière de mobilité interne, c'est pas les transports publics, rien n'était écrit, mais tout allait bien. J'ai trouvé le concept extrêmement créatif à quelques mois des Jeux Olympiques. Donc les Jeux auront lieu, ça c'est vrai, dans des conditions compliquées, avec des risques importants et inutiles. Si vous voulez monter l'Himalaya, vous n'êtes pas obligé de rajouter 40 kilos à chaque bras et à chaque jambe juste pour montrer que c'est possible. Ça n'est pas indispensable, surtout si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps et que c'est la première fois. Voilà. Alors je pense que vous avez tous compris de qui il parle quand il parle d'obstination et de c'est moi qui ai raison. Je suis sûr que vous avez deviné aussi. C'est le pro de la poudre de perlimpinpin. Et écoutez. Prenez cet exemple. Il va y avoir X équipages, on ne va pas révéler des secrets d'État, de protection anti-drone. Très bien, pour 10 drones. Si on est dans l'effet Hamas, c'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer 100 roquettes, vous en avez 5000, vous faites quoi ? Vous faites que vous ne pouvez pas tenir. Le dôme de fer n'a pas tenu, et pourtant c'est un outil hautement technologique. La barrière n'a pas tenu. Bref, on a beaucoup à apprendre, à la fois de ce qui se passe en Ukraine et de ce qui se passe en Israël. Et en fait, pour l'instant, on fait un peu, au niveau politique, comme si de rien n'était. Par contre, au niveau pratique et policier et gendarme, on fait beaucoup pour essayer de pallier ces difficultés en expliquant quand même qu'on leur demande beaucoup avec un nombre de risques particuliers. Alors voilà, il est très facile de comprendre que des attaques massives de drones pourraient causer un véritable carnage sur des centaines de milliers de personnes en direct devant toutes les caméras du monde et lancer, pourquoi pas, la Troisième Guerre mondiale si on accusait la Russie de cette attaque sous faux drapeau. Laissez-moi vos avis là-dessus dans les commentaires ci-dessous. Et écoutez, encore un autre problème. Ce samedi 9 mars, les stars du badminton taïwanais, dont la numéro 3 mondiale Tsai Tsu-ying, étaient à Paris pour jouer les internationaux de France de badminton, organisés dans la toute nouvelle Adidas Arena près de la Porte de la Chapelle dans le 18e arrondissement, là où auront lieu les mêmes épreuves de badminton pendant les JO cet été. La compétition devait ainsi faire office de test sur des questions d'organisation et de sécurité avant le grand événement. Alors si l'Arena les a bien accueillis, le 18e un peu moins, la vice-championne olympique a raconté sur les réseaux l'expérience traumatisante d'une nuit à son hôtel situé Porte de Montmartre, entre la Porte de Saint-Ouen et la Porte de la Chapelle, un endroit
endroit qui lui semblait, je cite, un peu dangereux. Quelqu'un a ouvert la porte de la chambre au milieu de la nuit et quelqu'un a même tenté d'y entrer. Une valise a même été volée. Petite photo à l'appui de la barrière anti-intrusion nocturne construite par Tai Tzu-Ying avec ce qu'elle avait sous la main. Concernant le bagage, il appartenait au coach de Li Yang, champion olympique lui aussi, et contenait un ordinateur portable avec à l'intérieur des données de compétition. Une enquête a été menée par le commissariat du 18e qui n'a d'ailleurs pas donné grand-chose, mais l'hôtel a quand même renforcé son système de sécurité pour la fin du séjour, histoire de rassurer les sportifs, et c'est déjà ça. Et oui, le 18e arrondissement à Paris est clairement dangereux. Il y a des voleurs et surtout des toxicos. À quelques centaines de mètres du Sacré-Cœur à Paris, des silhouettes fantomatiques traversent la route pieds nus, en frôlant l'accident. Une scène devenue banale dans le quartier de la Porte de la Chapelle, tout comme ces hommes qui, victimes d'hallucinations, scrutent le sol à la recherche d'une dose. Voilà, donc tous ces gens-là seront à proximité du village olympique avec tous les athlètes. Un terrain vague, en contrebas du périphérique, devenu un supermarché de la drogue à ciel ouvert. Tous les jours, 400 toxicomanes viennent s'y approvisionner. Et regardez où ils vont fumer leur crack. Régulièrement, ils viennent consommer leur drogue dans le quartier de Montmartre. J'ai collé mon caillou, tu vois. Karim a fumé du crack la première fois il y a 5 ans. Alors je rappelle que le crack rend accro, ça coûte beaucoup d'argent parce que c'est pris quotidiennement et qu'à un moment, t'as plus de fric du tout. Donc tu fais tout pour en avoir. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Prostitution, vol, meurtre. Le seul truc qui compte, c'est de prendre ta dose. Et donc tous ces joyeux lurons seront à proximité des touristes des Jeux Olympiques. Et écoutez. Monsieur le Premier ministre, en prévision des Jeux Olympiques, depuis mai 2023, chaque semaine, des dizaines, voire des centaines de migrants sont évacués en catimini depuis Paris avant d'être répartis à travers la France à l'insu des élus et des habitants locaux. À Orléans, ce sont 519 personnes en situation irrégulière et sans domicile fixe qui sont arrivées directement de la capitale depuis mai 2023. Problème, le maire n'a jamais été prévenu de cet afflux de migrants et ses demandes d'informations répétées auprès de l'État sont restées lettres mortes. Exaspéré, il dénonce dans un courrier qu'il m'a adressé, je le cite, un nettoyage social de la capitale et déclare que la ville d'Orléans n'a pas vocation à accueillir la colline du crack de Paris. Voilà donc Paris est en train d'être nettoyé socialement environ tous les migrants dans les provinces de France. Écoutons le maire d'Orléans. Des bus entiers de sans-abri, exfiltrés chaque mois hors de Paris, direction d'autres grandes villes de l'Hexagone, c'est ce que dénonce le maire d'Orléans. À peu près toutes les 3 semaines, nous avons un car qui vient de Paris, affrété par les services de l'État et qui les amène ici sur Orléans. C'est très choquant. Un dispositif mis en place depuis 1 an, mais pas officiellement lié au JO selon les autorités, avec l'objectif de désengorger en toute discrétion, selon certains élus, les hébergements d'urgence d'Île-de-France saturés, en transférant les migrants vers des centres régionaux, le temps d'examiner leur situation. À Orléans, mais aussi dans 10 autres régions partout en France, comme dans le Grand Est. Et donc parmi eux, il y aura éventuellement, comme disait le maire d'Orléans, des accros au crack. Le crack qui donne des hommes prêts à tout, même au meurtre, pour avoir leur dose. Et écoutez. Monsieur le Premier ministre, quel mépris pour nos territoires et leurs élus locaux. Avez-vous tellement honte des conséquences visibles du laxisme migratoire de votre gouvernement que vous cherchez à le cacher aux yeux des autres pays du monde que nous recevrons à l'occasion des JO? Il semble effectivement plus facile d'affréter des cars de migrants en situation irrégulière vers la province que des charters pour les expulser lorsqu'ils n'ont rien à faire en France. Alors que les centres d'hébergement d'urgence sont saturés même dans nos territoires, ces migrants en provenance de Paris sont logés pour une durée de 3 semaines dans des hôtels aux frais du contribuable. Mais ensuite, que deviennent-ils ? Vous ne faites que déplacer le problème. On ne joue pas avec la vie des gens, que ce soit celle des migrants ballottés de ville en ville, celle des élus locaux ignorés ou celle des habitants dont la sécurité pourrait être menacée. Alors je pense que le message de cet élu du Rassemblement national est suffisamment clair pour tout le monde. La sécurité des habitants pourrait être menacée et encore avec une plus forte probabilité quand de nombreux policiers et gendarmes seront sur Paris pour les Jeux Olympiques. Et écoutez... Monsieur le Premier ministre, allez-vous continuer à faire évacuer et à répartir les migrants dans nos villes de province ou allez-vous enfin consulter le peuple par référendum sur la politique migratoire qu'il souhaite voir appliquée en France, comme le demande Marine Le Pen? Je vous remercie.
Alors je pense qu'il est clair qu'un référendum sur la politique migratoire s'impose. Le peuple doit décider de son futur. Mais bien sûr, Macron, le pantin de Davos, s'en fout royalement de l'avis du peuple. Et écoutez encore une nouvelle menace. Vous avez plusieurs informations, Louis Amar, notamment sur de faux bénévoles qui veulent perturber les Jeux. Oui, s'inscrire pour ne finalement pas venir. C'est une initiative du collectif Saccage 2024 qui regroupe plusieurs associations hostiles à la tenue des JO. Il a incité ses membres à postuler pour être bénévoles et à torpiller l'événement s'ils sont retenus. Plus de 1000 fausses candidatures ont été envoyées selon Saccage 2024 et les réponses du comité d'organisation doivent arriver d'ici au 20 décembre. Cette semaine, avec Benjamin Delmas, nous avons rencontré Chloé, c'est un prénom d'emprunt, engagée à l'association Youth for Climate. Elle fait partie de ces candidats fantômes. Voilà ce qu'elle fera si elle est rappelée. Bien sûr, pour des raisons évidentes, vous ne verrez pas son visage. Mon choix de base, ça va être juste de ne pas me présenter en tant que bénévole. Je peux aussi faire ce qu'on appelle la grève du zèle, donc aller là-bas travailler en tant que bénévole, mais travailler très très lentement ou un peu bousculer là-dedans. Quel est le but de la manœuvre? C'est de saboter l'organisation de l'intérieur? Globalement oui, parce que là on se rend très bien compte, la majorité des chantiers sont terminés, on ne pourra pas arrêter les Jeux olympiques, ils auront lieu. Donc ça va être surtout un peu déstabiliser les JO. C'est un événement qui est ultra lucratif et qui va rapporter des milliards d'euros, mais qui vont aller surtout aux sponsors. Et c'est pas normal quand on est un événement d'une si grosse ampleur et qui rapporte autant d'argent, qu'on exploite des gens sans les payer et sans leur donner de la reconnaissance comme ça. Alors ça semble totalement fou ce qu'elle dit, l'organisation des Jeux Olympiques exploite des gens sans les payer. Et pourtant, regardez. Tous ces beaux stades que les gens voient, mais en réalité, c'est que se cache derrière. Ces stades-là, ils sont construits aux deux de pauvres, aux deux de les gens qui n'ont pas de pouvoir, n'ont pas de moyens. Ton patron, il savait que tu étais sans papier ou pas? Mais oui. Il nous a discriminés ou il nous a exploités même, si on veut dire. Le matin, en venant devant la porte, tu vas voir que tous ceux qui viennent, la plupart, c'est les migrants, c'est des travailleurs sans papier. Oui, il va payer, mais par exemple, tu travailles 2 mois, après il paye 1 mois. C'est comme ça. Si tu travailles toujours, par exemple, je travaille décembre, il ne paye pas les premiers ou les 5 jusqu'à les 20 janvier, 25. Voilà, c'est comme ça. Mais j'accepte parce qu'il connaît mon situation, moi aussi je connais. J'ai fait 3 mois là-bas, après 4 mois, le 26 septembre, ils sont venus les contrôles. Donc ils sont partis après-midi. Le patron, il m'a dit j'arrête le boulot. Le patron, il t'a dit tu reviens plus? Oui. Et depuis, tu travailles plus du tout? Non, je ne travaille plus. Depuis ça, j'ai à la maison. Mais il y a des moments où on va jusqu'à 19h, jusqu'à parfois à 20h même. Il y a des sentiers que je fais, je travaille jusqu'à 20h. Si tu dis tu ne veux pas rester, ils vont te faire des chantages. Ils vont dire soit tu restes, soit tu prends tes affaires. Des gens comme ça, on peut les traiter des criminels. On peut les traiter des criminels. Ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Ils peuvent tout faire. Raison pour laquelle on a peur, on ne se sent pas en sécurité. Alors voilà, c'est aussi une des raisons de l'immigration massive que l'on subit. Des gens très très riches gagnent un pognon de dingue en payant une misère, une main-d'œuvre totalement clandestine. Là, on parle de pauvres gens qui travaillent non officiellement pour l'organisation officielle des Jeux Olympiques. On vit dans un monde de pourris, les amis, et écoutez. Des dispositifs anti-SDF et anti-migrants ont-ils été installés à Paris pour libérer les quais de Seine en vue des Jeux Olympiques. C'est ce qu'affirme le collectif Accès au droit dont Paul fait partie. Ces grillages et ces rochers que l'on vient de voir ont été installés en novembre 2023 et en février 2024 suite à des mises à l'abri, c'est-à-dire quand la préfecture renvoie des personnes à la rue vers des hébergements temporaires en dehors de Paris. Et selon les associations sur le terrain, ces pierres ne sont pas apparues par hasard. On vous explique. Ces techniques, bon, elles sont pas nouvelles, hein. Ce genre de pierre, il y en avait à Porte de la Chapelle. C'était beaucoup dans le nord-est parisien. Et là, ça fait quelques mois que les campements qui maintenant sont au bord de la Seine, qui sera le lieu de la cérémonie d'ouverture des JO, sont harcelés et qu'il y a un dispositif qui est particulièrement agressif. Évidemment, la demande des assos, c'est pas qu'il y ait des tentes et des sans-abri lors de la cérémonie olympique, c'est que ces gens, ils aient des solutions décentes. Au lieu de travailler à des solutions décentes et à les financer sur le long terme, on met ce dispositif où vous voyez vraiment, on est pile à la limite du bâtiment
On accorde, mais même pas 1 mètre dans lequel les gens pourraient encore se réfugier du vent et de la pluie. Mais alors, qui a installé ces pierres grillagées? On a posé la question à la préfecture d'Île-de-France qui nous a renvoyés vers la mairie de Paris. Et là, on a appris un truc intéressant. Dans le cadre du pacte parisien de lutte contre l'exclusion, la ville de Paris s'est engagée à ne pas recourir à du mobilier anti-SDF. Par contre, ce que la mairie nous a confirmé, c'est que ces bouts de quai appartiennent à Aropaport, sous la tutelle du ministère de la Transition écologique. Contacté par le HuffPost, Aropaport admet avoir déployé ces installations temporaires pour limiter la réinstallation des tentes. D'après eux, ces rochers ont pour but de préserver la salubrité des quais, d'éviter des risques incendies sous les ponts et de limiter les dangers pour les occupants en cas de crue hivernale. Aropaport ne fait aucun lien avec les Jeux Olympiques. Par contre, ce que les assos ont remarqué ces derniers mois, c'est que la préfecture se montre plus zélée vis-à-vis des mises à l'abri. D'après le collectif Accès au droit, depuis septembre, il n'y a plus besoin que les assos le réclament pour que la préfecture déclenche des mises à l'abri quasi toutes les semaines. Moi, j'ai eu des périodes où pendant 3 mois, on attendait qu'un campement, il y ait 4000 personnes avant que les autorités acceptent d'enclencher une mise à l'abri. Là, en ce moment, c'est quasiment tous les mardis. Donc si on résume, on observe depuis quelques mois un empressement de la préfecture de Paris pour les mises à l'abri. Les opérations sont loin de convenir à tous les sans-abri qui expriment un besoin d'être à Paris. Sauf que quand ils reviennent à ces endroits-là, des rochers et des grillages les empêchent désormais de se protéger des éléments. Et comme par hasard, ces rochers sont placés à des endroits importants pour les JO. Et donc la défenseur des droits s'est penchée sur le problème. Et maintenant, encore un nouveau problème. Des navettes de bus seront également déployées en renfort. Mais la RATP manque de bras. C'est un point difficile aussi. Vous savez qu'il y avait jusqu'à aujourd'hui une pénurie de conducteurs en Île-de-France. Il faut trouver des conducteurs en province. Pour les encourager à faire le déplacement, des conditions attractives leur seront proposées. Il y aurait des primes, évidemment. Peut-être une entrée pour une épreuve et un hébergement convenable. Selon nos informations, les primes pourraient atteindre 2 500 €. De quoi faire bondir les agents de la RATP, à qui la direction propose 2 fois moins, 1 300 € pour les JO. La CGT a déjà déposé un préavis de grève sur toute la période des Jeux. Mais que compte faire Force ouvrière, majoritaire chez les conducteurs? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un risque pour le bon déroulement des JO? Absolument. Aujourd'hui, nous, on tire la sonnette d'alarme. Il y a un très gros risque parce que la prime n'est pas à la hauteur des attentes des salariés. Et pour nous, ça, c'est pas acceptable. Aucun salarié ne va venir sacrifier ses congés pour une somme aussi ridicule. Mais alors faire grève en plein JO, est-ce que c'est pas une forme de chantage? Pas du tout, pas du tout. C'est hélas une triste logique. Aujourd'hui, nous n'avons d'autre choix que de menacer par la grève parce que personne ne nous écoute. Alors voilà mes amis, il y aura peut-être une grève de la RATP et pas assez de conducteurs de bus. Alors mes très chers amis parisiens, il est temps de fuir les Jeux Olympiques comme 40% des Parisiens l'ont déjà annoncé. 2 Franciliens sur 5 ont déjà décidé de quitter leur domicile au mois d'août. Parmi les tendances qui se dessinent, 1 Francilien sur 2 partira en août pour éviter la foule. 39% vont changer leurs habitudes cet été. 21% anticipent une hausse de prix et certains iront même jusqu'à louer leur logement pour obtenir un revenu supplémentaires. Toutes ces données nous ont été révélées par l'étude réalisée par Trendline en partenariat avec Ipsos Digital. Et peut-être qu'ils veulent fuir pour éviter de potentiels attentats terroristes. Mes amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est JO. Personnellement, je peux vous certifier que je n'irai jamais, même si on me donnait $1 million, je n'irai pas là-bas. Ma vie est beaucoup plus précieuse que n'importe quel montant offert. Et vous, qu'en pensez-vous? Indiquez-moi dans les commentaires ci-dessous ce que vous en pensez. Je suis très curieux de vous lire et n'hésitez pas à rajouter d'autres menaces éventuelles que j'aurais oubliées. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort les amis et ensemble, on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux, cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et je vous remercie de votre aide avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre sainement.